La fille du PDG tenait les ciseaux bien haut. Nous ne dépendons plus d'un simple badge pour exister, a-t-elle crié, avant de le couper. C'est alors que je me suis levé. Vous venez de signaler au système que le gardien a été retiré. 18 ans de certification, envolé en quelques minutes. Vous pensez qu'un badge d'employé n'est qu'un simple morceau de plastique, que l'on porte et que l'on oublie? Dans mon entreprise, un seul coup de ciseau sûr. Ce badge a fait s'effondrer, en quelques minutes, 18 ans de certification dans le secteur de la défense. Le PDG pensait protéger sa fille. Sa fille, elle, pensait révolutionner le secteur. Moi seul savais que le système n'attendait qu'un faux pas, pour les verrouiller. Définitivement tous les deux à l'extérieur. Je m'appelle Lance Williams, j'ai 47 ans, et je suis l'architecte système principal, ainsi que le directeur de la conformité fédérale, chez Titan Défense System. Nos bureaux se situent dans un complexe de bâtiments en béton et en verre, à Colorado Springs, là où les montagnes rocheuses rencontrent le monde à haut risque des contrats de défense aérospatiale. Depuis 18 ans, je suis le gardien de notre certification fédérale. Non pas parce que je suis assoiffé de pouvoir, ou paranoïaque, mais parce que je comprends ce que la plupart des gens ignorent. Dans le secteur des contrats de défense, un seul défaut de conformité peut détruire une entreprise, du jour au lendemain. Quand j'ai commencé ici, à 29 ans, tout juste sorti de l'Air Force avec un diplôme en informatique, et la tête pleine d'idéalisme, je pensais que concevoir des systèmes sécurisés se résumait, simplement, à écrire du bon code. J'ai vite appris que cela reposait sur quelque chose de bien plus difficile, la responsabilité humaine. Ma routine est le socle de tout ce que nous faisons ici. Chaque matin, à 7h45 précise, je me gare sur la place de parking B12. C'est là. Même place, depuis 18 ans. Le vigile me fait un signe de la main. Il connaît mon visage mieux que la plupart des gens ne connaissent leurs voisins. À 7h52. J'ai franchi 3 portes de sécurité en badgeant, et je me tiens devant la machine à café, dans la salle de pause. Café noir, sans aucun additif. Dans le travail de conformité, on apprend à apprécier les choses exactement telles qu'elles sont. La première chose que j'ai bâtie chez Titan, c'est la confiance. Non pas avec la direction, mais avec les ingénieurs et les chefs de projet, qui font le vrai travail sur le terrain. Ils savent que je ne suis pas un flic de la conformité, cherchant simplement à les ralentir. Je suis celui qui empêche les auditeurs fédéraux de détruire leur carrière. Cette confiance a mis des années à s'établir, et elle a bien plus de valeur que n'importe quel titre de direction. Mon premier arrêt est toujours mon terminal. Situé dans ce que nous appelons l'aile froide, la section sécurisée où se trouvent nos serveurs. Pas de fenêtre, seulement le bourdonnement continu des systèmes de refroidissement, et le clic rythmique des alimentations de secours. C'est là que le vrai travail se fait, loin des voix enjouées de l'équipe commerciale, et des initiatives d'engagement des employés des RH. L'air y sent l'ozone et l'électronique, et la température y reste fixée exactement à 20 degrés Celsius. Tout au long de l'année. J'ai conçu moi-même la majeure partie de l'architecture de sécurité de cette aile. Non seulement les logiciels, mais aussi l'aménagement physique. Chaque passage de câble, chaque point de contrôle d'accès, chaque station de surveillance. Quand on est responsable de la protection de schémas d'armes classifiés, on ne laisse rien au hasard. Le gouvernement fédéral n'évalue pas vos intentions, il audite vos résultats. Mon écran s'allume sur le tableau de bord de conformité, une grille d'indicateurs de statut que je vérifie, jour après jour, depuis 18 ans. Le vert signifie que tout va bien. Tout en vert signifie que nous sommes toujours en activité. Depuis près de 2 décennies, l'ensemble de l'architecture de certification CMMC est liée à ma signature numérique, à mes identifiants, à mon profil. Non seulement parce que je l'ai conçu ainsi, mais parce que la loi fédérale l'exige.
Ils ont besoin d'un être humain, quelqu'un qui ira en prison si les choses tournent mal. Un logiciel ne peut pas prêter ce serment. Vers 9 heures, les demandes commencent à arriver. Wade Cooper, notre chef de projet, qui a toujours l'air d'avoir besoin de sommeil, apparaît à ma porte. Wade est là depuis 12 ans, et il a appris à faire confiance à mon jugement, même s'il ne le comprend pas toujours. Lance, tu as une minute? J'aurais besoin que tu jettes un œil à un email destiné au chantier naval de la Navy. Ça mentionne la nouvelle version du firmware. Je prends son ordinateur portable, et je lis le brouillon. Wade est intelligent. Assez intelligent pour savoir ce qu'il ne sait pas. Je repère 2 phrases qui sont techniquement correctes, mais qui pourraient, lors d'un audit, déclencher une alerte. L'une mentionne des capacités améliorées, sans préciser qu'il s'agit de la vitesse de traitement, et non des performances de l'armement. L'autre utilise le terme protocoles optimisés, ce qui pourrait laisser croire que nous avons modifié les méthodes de chiffrement standard. Je l'ai réécrit en utilisant la terminologie approuvée lors de notre dernière revue de conformité, efficacité de calcul améliorée grâce à des algorithmes standardisés, et mise en œuvre de protocoles de sécurité certifiés selon la norme NIST 800 à 171. C'est bien ce que tu voulais dire, lui demandai-je, en lui rendant son appareil. Purée, Lance, tu me sauves la vie. C'est moi qui régale pour le café demain. Pense juste à classer le brouillon dans les archives du projet, Wade. Les auditeurs voudront voir toute la chaîne d'approbation. 1 heure plus tard, Drew Manning, de la sécurité informatique, m'envoie un message. Drew a 31 ans, c'est un ancien de la Navy comme moi, et il comprend que chaque raccourci pris aujourd'hui se transforme, demain, en explication à fournir. Signalement bizarre dans le journal d'accès. Un scan de port provenant d'une IP interne, qui tente d'interroger les archives. Avant que je bloque tout, peux-tu me confirmer que ce n'est pas l'un de tes scripts d'audit? Je vérifie mes tâches automatisées, pas l'une des miennes. Bloque tout. Drew. Envoie-moi le journal d'incident quand tu auras fini. Reçu. Merci. Lance. C'est mon univers. Des actions précises, des étapes vérifiées, et un respect fondé sur la compétence. Wade et Drew ne me respectent pas parce que je suis directeur. Ils me respectent parce que, lorsque les auditeurs arrivent, c'est moi qui préserve leur carrière. J'ai vu de bons ingénieurs être détruits par des manquements à la conformité qui n'étaient même pas de leur faute. Mon travail consiste à m'assurer que cela n'arrive jamais à mon équipe. But récemment, l'ambiance dans le bâtiment a changé. On a commencé à parler d'une nouvelle initiative, qu'ils appellent la transformation numérique. Davantage de consultants utilisent des expressions comme « briser les silos » et « cadres agiles ». Ces mots me glacent le sang. Briser les silos, pour moi, cela ressemble à la destruction des contrôles d'accès. Agile, cela sonne comme l'abandon des protocoles qui nous maintiennent en conformité. Le changement a commencé il y a 6 mois, lorsque Scott Patterson, notre PDG, a annoncé que sa fille allait rejoindre l'entreprise, après sa brillante réussite entrepreneuriale en Californie. Brillante était un bien grand mot. Sa start-up de fintech avait englouti 40 millions de dollars de capital risque avant de mettre la clé sous la porte, mais elle avait un MBA de Stanford, et des idées bien arrêtées sur la modernisation. Je travaille dans ce secteur depuis assez longtemps pour savoir que, bien souvent, la modernisation signifie qu'une personne sans aucune notion des exigences fédérales tente d'appliquer des pratiques logicielles commerciales à des systèmes classifiés. Ce s'apparente à essayer de faire fonctionner un réacteur nucléaire avec des applications pour smartphone. Aujourd'hui, en me rendant à la salle de pause pour mon café de 10h30, une habitude que je garde depuis 18 ans, j'aperçois une nouvelle affiche sur le panneau d'affichage. Elle est brillante, très professionnelle, et semble
Totalement déplacé à côté des consignes de sécurité habituelles et des rappels. D'avantages sociaux. Le titre annonce « Réimaginer les opérations avec un leadership de nouvelle génération ». La photo montre notre PDG, Scott Patterson, arborant son sourire d'entreprise habituel. Il a 59 ans, dirige Titan depuis 15 ans, et jusqu'à tout récemment, il comprenait que notre activité repose sur la confiance des auditeurs fédéraux, et non sur des indicateurs de capital risque. À ses côtés, se tient une femme plus jeune que je n'ai encore jamais vue, sa fille. D'après les rumeurs de couloir, qui circulent depuis des semaines, elle porte un blazer de créateur, sur un jean de marque, ainsi que ses baskets rutilantes, qui coûtent plus cher que la mensualité de crédit auto de la plupart des gens. Ses cheveux sont coiffés de manière à paraître négligés, un style faussement décoiffé qui coûte probablement 2 cents $, et demande une bonne heure de travail. Tout sur cette photo respire la culture de la disruption, issue de la Silicon Valley, transplantée dans un monde où la moindre perturbation peut faire des morts. Ce doit être Jessica Patterson, celle qui aurait soi-disant révolutionné une start-up de fintech en Californie, avant qu'elle ne brûle 40 millions de dollars de capital risque pour finalement s'effondrer. Selon son profil LinkedIn, il développait une application de paiement pour les étudiants. Ils n'ont jamais touché à un contrat gouvernemental, et n'ont jamais eu à faire face à un audit du ministère de la Défense, DoD. Pour eux, la conformité se résumait, probablement, à une certification PCI standard, le genre de choses que mon équipe réalise, en dormant. Son nouveau titre, imprimé en gras sous la photo, est « Vice-présidente de la transformation numérique », un poste créé sur mesure pour elle, avec une description de tâches qui veut tout et rien dire à la fois. C'est le genre de rôle que l'on invente quand on doit caser l'enfant du patron, après le naufrage de sa start-up. J'ai déjà vu ce film. Une jeune cadre brillante, pleine de grandes idées sur l'efficacité, arrive, examine nos processus jugés obsolètes, et décide qu'elle peut corriger 18 ans d'ingénierie rigoureuse avec seulement quelques diapositives PowerPoint et des logiciels sur le cloud. Ces personnes ne comprennent jamais que, dans le secteur de la défense, ces processus jugés obsolètes sont les seuls remparts qui nous séparent d'eux. Poursuite judiciaire fédérale. La réunion générale obligatoire est prévue pour cet après-midi. Je sais bien qu'il ne s'agit pas réellement d'amélioration opérationnelle. C'est une façon pour Jessica d'asseoir son autorité, de marquer son territoire. L'invitation indique que l'objectif est de discuter de la rationalisation des flux de travail patrimoniaux et de l'adoption d'un état d'esprit résolument numérique. Chacune de ces expressions est, pour moi, un signal d'alarme. Rationaliser signifie généralement sauter des étapes. Le numérique d'abord signifie généralement ignorer les exigences de sécurité physique. La grande salle de conférence est bondée quand j'arrive. Je m'installe à ma place habituelle, dans le coin du fond, d'où je peux observer les sorties, et surveiller les réactions de chacun. Jessica ne se contente pas de marcher vers le pupitre. Elle s'avance d'un pas assuré, telle une conférencière tête prête à changer le monde. Elle porte à nouveau ce blazer aux manches soigneusement retroussées, ainsi qu'une montre de luxe qui crie « Disrupteur ». Merci, merci, dit-elle, pour faire taire les applaudissements polis. Les jeunes cadres, assis au premier rang, prennent déjà des notes, prêts à retranscrire le moindre mot à la mode qu'elle prononcera. C'est incroyable d'être ici, pour aider mon père à faire entrer Titan Défense dans sa prochaine phase d'évolution. Derrière elle, les diapositives affichent des images en haute résolution, et des polices de caractères agressives. La première affiche simplement « Opération Phénix » au-dessus d'un oiseau stylisé, renaissant de ses cendres. J'ai assisté à suffisamment de présentations d'entreprises pour savoir que, dès qu'ils commencent à donner des noms de créatures mythologiques à leurs projets, on va nous proposer un tas de solutions à des problèmes qui n'existent pas. Pendant trop longtemps,
poursuit-elle en faisant les 100 pas comme un animal en cage. Titan a accompli un travail incroyable, avec une main attachée dans le dos. Nous avons été ralentis par une pensée obsolète, par des frictions. Et par des processus conçus pour un monde qui n'existe plus. Pensée obsolète. Voilà le premier tir de semonce. Dans le monde de Jessica, tout ce qui est plus vieux que l'iPhone de l'année dernière est considéré comme obsolète. Dans mon monde à moi, le patrimoine, ce sont des systèmes éprouvés au combat, qui nous ont maintenus en conformité à travers 8 administrations présidentielles différentes, et d'innombrables cycles budgétaires. Elle clique sur sa télécommande. La diapositive suivante apparaît, tuer le dinosaure de papier, illustré par un T-Rex de dessin animé écrasé par un météore étiqueté. Données. Les jeunes cadres ricanent gentiment. Ils trouvent ça drôle. Nous passons à un modèle agile, axé sur le numérique d'abord, annonce-t-elle. D'une voix fluide et assurée. Nous allons briser les silos. Nous allons innover à la vitesse de la pensée. Nous allons bousculer les anciennes façons de faire. Briser les silos. Disrupter. Pour elle, ce ne sont pas de simples mots. À la mode. C'est une véritable déclaration de guerre contre tout ce que j'ai construit. Dans notre secteur, les silos ne relèvent pas de l'inefficacité bureaucratique. Ce sont des exigences de compartimentation, imposées par la loi fédérale. On ne les brise pas. On les préserve, car ce sont eux qui empêchent les informations classifiées de s'évanouir dans la nature. Son regard balaie la salle, et s'arrête sur moi, tout au fond. Je ne la regarde pas. Je suis en train d'examiner une version imprimée des nouvelles exigences fédérales sur la résidence des données, en la notant avec un stylo rouge. Du vrai papier, avec de la vraie encre, car certaines choses sont bien trop importantes pour être confiées à un stockage sur le cloud. Les rôles traditionnels, dit-elle en baissant légèrement la voix pour insister, devront évoluer, ou disparaître. Le message est d'une clarté absolue, le dinosaure de papier, assis au fond avec son stylo rouge, figure sur la liste des espèces en voie d'extinction. Quelques personnes dans les rangées du milieu, principalement les nouvelles recrues du marketing, opinent du chef avec enthousiasme. Wade et Drew, assis 3 rangs devant moi, trouvent soudain la moquette extrêmement intéressante. Elle se lance alors dans un jargon d'entreprise incompréhensible, parlant de synergie de notre lignage de données, et de mise en action de nos cadres d'agilité. Puis, elle commet une erreur qui me révèle tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses compétences. Elle prononce mal le sigle CMMC, en épelant chaque lettre l'une après l'autre, au lieu de le prononcer comme la désignation unique qui le représente. C'est une erreur minime, que seul moi et peut-être 2 autres personnes dans cette pièce pouvons remarquer. Mais c'est un peu comme regarder quelqu'un tenter de pratiquer une opération chirurgicale tout en écorchant le mot « bistouri ». Elle a lu les documents marketing, elle a mémorisé les mots à la mode, mais elle n'a jamais lu les règlements réels. Elle ne s'est jamais assise en face d'un auditeur fédéral capable de fermer votre entreprise sur une simple constatation d'infraction. Lorsqu'elle commence à parler de sa dernière entreprise, et de la façon dont ils ont révolutionné le domaine de la conformité, je manque de rire aux éclats. Ils ont pris un processus qui nécessitait 6 semaines, et l'ont automatisé pour le réduire à 3 heures. À l'en croire, ils ont tout optimisé. Elle compare les exigences de sécurité d'une application de paiement pour étudiants à l'architecture qui protège des plans d'armement classifiés. C'est un peu comme prétendre être qualifié pour concevoir des réacteurs nucléaires, sous prétexte qu'on a déjà changé les piles d'un détecteur de fumée. Lorsque la présentation se termine, une vague d'applaudissements soulagés, et légèrement confus, parcourt la salle. Scott Patterson se lève et applaudit le plus fort, le visage rayonnant d'une fierté paternelle. C'est ma fille, mime-t-il silencieusement à l'attention du directeur financier assis à côté de lui. Alors que la foule se dirige vers la sortie,
Jessica fait le tour de la pièce, serrant des mains, et distillant d'autres mots branchés. Elle s'avance dans ma direction, et je comprends que ce n'est pas un hasard. Elle m'a observé pendant toute sa présentation. Elle sait que je n'ai pas pris de notes, que je n'ai pas hoché la tête, et que je n'ai pas adhéré à sa vision de la transformation numérique. Elle me coupe le passage vers la sortie, avec un sourire bien rodé. C'était une sacrée présentation, dis-je d'un ton monocorde. Merci. J'essaie simplement de faire bouger les choses. Elle passe une main dans ses cheveux, impeccablement coiffée à grands frais. Vous êtes Lance Williams, c'est bien ça? Le gars de la conformité, le gardien. Architecte système principal, et gardien officiel des registres. Rectifiez-je. Ce sont des fonctions bien distinctes, n'est-ce pas? C'est exact. Écoutez, j'ai examiné les indicateurs de votre département. Beaucoup de processus manuels, beaucoup de papier. Elle désigne d'un geste les documents que je tiens. Moi, je ne jure que par l'automatisation. Nous ne pouvons pas être agiles si nous traînons des boulets. Elle se penche vers moi, d'un air complice. A-t-on vraiment besoin d'une seule personne dédiée au rôle de gardien en 2025? Cela ressemble à un goulot d'étranglement, un point de défaillance unique. Je la regarde. Elle ne pose pas de questions. Elle énonce une conclusion à laquelle elle est déjà parvenue. Elle veut remplacer un point de contrôle humain, pourtant imposé par le gouvernement fédéral, par un logiciel dont elle a probablement entendu parler. Dans un article de blog. Les agents fédéraux ont besoin d'une personne physique, Jessica, pas d'un tableau de bord. Ils ont besoin de quelqu'un qui ira en prison si les données s'échappent. Le système repose entièrement sur la responsabilité humaine. Votre logiciel ne peut pas prêter ce serment. Son sourire s'évanouit instantanément. Remplacé par une froide irritation. C'est une personne qui n'a pas l'habitude qu'on la contredise, en particulier un simple chef de service qui n'est même pas vice-président. Eh bien, dit-elle d'un ton soudainement sec, c'est exactement la pensée obsolète dont je parlais. Nous allons devoir accepter de ne pas être d'accord. Elle se retourne, et se dirige vers son père, laissant dans son sillage un parfum onéreux. De retour dans l'aile froide, je consulte mon tableau de bord. Toujours tout vert. Tout est stable, vérifié par L. Williams, pour l'instant. Mais quelque chose me tracasse, alors je décide de creuser un peu plus. Je vérifie les journaux d'attribution, qui indiquent à quel moment les nouveaux identifiants ont été créés. Et voilà. Une entrée datant de ce matin à 8h05. Juste avant la réunion générale. Un nouvel identifiant d'utilisateur, JP. Patterson s'est vu accorder un accès en lecture seul à notre environnement de pré-production. Je consulte la base de données des certifications de formation. Pour obtenir le moindre accès à ce système, il faut obligatoirement suivre une formation de 4 heures sur la manipulation des données, et sur les responsabilités juridiques. Une formation que je dois personnellement dispenser, et certifier. Le nom de Jessica Patterson ne figure nulle part sur cette liste. Son père lui a donné une clé du coffre-fort, sans même prendre la peine de lui apprendre dans quel sens. La porte s'ouvre. Cette nuit-là, à 1h30 du matin, mon téléphone vibre sous l'effet d'une alerte prioritaire, envoyée par un script de surveillance que j'ai écrit il y a des années. Quelqu'un tente, de manière répétée, de s'authentifier. Sans succès sur notre portail de gestion des risques fournisseurs. Les tentatives sont sophistiquées, faisant défiler différents identifiants. Cherchant à forcer le passage. Puis, à 1h54 du matin, les tentatives cessent. Un nouveau journal apparaît. Un compte administrateur temporaire, lié au bac à sable de la direction, a réussi à s'authentifier. Je trace l'adresse IP. Elle mène directement au blog de la direction récemment configuré, le bureau de Jessica. Elle ne se contente plus de regarder l'environnement de pré-production.
Elle est maintenant dans le portail de production, en train de crocheter les serrures. Dans l'obscurité. 1 heure plus tard, un nouvel email arrive de la part de Jessica Patterson. Objet, révision obligatoire des contrôles obsolètes. C'est une invitation à une réunion pour demain matin, et mon nom est le seul à figurer dans la liste des participants requis. Le lendemain matin, la réunion ressemble à s'y méprendre à un piège. Jessica a fait disposer des viennoiseries et du café haut de gamme, comme si nous étions de vieux amis. Ils refusent l'un et l'autre, puis j'attends qu'elle passe à l'action. Il s'agit de l'avenir, commence-t-elle, tout en cliquant sur sa télécommande. L'écran mural affiche des graphiques complexes, dont je sais pertinemment qu'elle ne comprend pas la teneur. J'ai identifié un vecteur de risque majeur. Toute notre architecture de conformité repose uniquement sur vous. Elle clique pour afficher un organigramme, où mon titre est entouré d'un cercle rouge. Dans la technologie moderne, nous appelons cela un point de défaillance unique. Une seule personne, si vous tombez malade, si vous démissionnez, ou si vous vous faites renverser par un bus, tout le système s'effondre. Je laisse le silence s'installer un instant. Vous n'utilisez pas la bonne terminologie? Jessica. Le Pentagone n'appelle pas un individu certifié 1.2. Défaillance unique. C'est du jargon de start-up. Dans leur monde à eux, le gardien officiel est le point d'ancrage unique. Un point de défaillance est un bug. Un point d'ancrage est une exigence de conception. Son visage s'assombrit. La présentatrice impeccable s'efface. Ce n'est que de la sémantique, lance. Nous pouvons concevoir un meilleur système automatisé, qui ne dépendra pas du badge d'une seule personne. Elle se penche en avant, tentant de m'intimider par sa posture. Si votre système est si fragile qu'il s'effondrerait à cause du badge d'un seul employé, alors peut-être que le problème ne vient pas de moi. Ça y est. Elle annonce son coup à l'avance, me montrant exactement ce qu'elle a l'intention de faire. Je la regarde droit dans les yeux. La réponse du système ne va pas vous plaire, Jessica. Si vous tentez de me retirer de manière incorrecte, l'architecture l'interprétera comme une prise de contrôle hostile et déclenchera un verrouillage de sécurité d'urgence. Elle ricane. Est-ce une menace? C'est une entrée de journal. Les systèmes répondent par des données. 2 jours plus tard, se tient le sommet sur l'évolution opérationnelle, obligatoire pour tous les responsables des opérations. L'email de convocation explique qu'il s'agit d'une optimisation opérationnelle des synergies, ce qui se traduit en réalité par une pièce de théâtre d'entreprise. Je sais pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un sommet. C'est un peloton d'exécution publique, et Jessica a besoin d'un public pour sa mise en scène. La grande salle de conférence est comble. Jessica fait les 100 pas à l'avant. Vêtue de son habituel uniforme, le blazer, les manches retroussées, la montre de luxe. Elle se nourrit de l'énergie nerveuse des jeunes cadres assis au premier rang. Nous devons aller plus vite, dit-elle, en tranchant l'air de sa main. Nous avons besoin d'agilité. Nous ne pouvons pas rester enchaînés au passé. Nous devons cesser de faire confiance uniquement aux individus, pour commencer à faire confiance à nos systèmes. Elle termine de projeter ses diapositives sur la transformation numérique, puis ouvre le débat sur les nouveaux projets de politique, qui n'ont été envoyés qu'1 heure avant le début de la réunion. Une manœuvre de pouvoir classique, conçue pour empêcher toute préparation. Je lève la main. Son sourire se fige en une ligne mince et acérée. J'examine le nouveau projet de politique, dis-je, en brandissant le document. Imprimé. La section 4, sous-section B, fait passer la durée obligatoire de conservation des journaux de 12 mois à 60 jours. Jessica balaie l'objection d'un revers de main méprisant. C'est exact. Nous éliminons le superflu. Nous
Rationalisons. 60 jours, c'est largement suffisant dans un environnement cloud dynamique. Le supplément 703 de la réglementation fédérale sur les acquisitions, DFAR, stipule clairement que tous les journaux d'accès pour les contrats du DoD doivent être conservés pendant une année fiscale complète après la clôture du contrat. Notre politique actuelle de 12 mois constitue déjà le strict minimum. Passer à 60 jours est une violation directe et flagrante. La salle plonge dans un silence de mort. Je ne me suis pas contenté d'exprimer un désaccord. J'ai cité le règlement. Chapitre par chapitre, article par article, et tout le monde dans la pièce le sait. Le visage de Jessica s'assombrit. La présentatrice charismatique et fluide disparaît, laissant la place à une enfant gâtée et autoritaire, qui n'a jamais entendu le mot non de la part de quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Vous citez des règlements vieux de plusieurs décennies, réplique-t-elle sèchement. Nous sommes à l'ère du cloud. De toute façon, qui vérifie réellement des journaux vieux de 12 mois? Personne. C'est de la lenteur bureaucratique. Patricia Kane, dis-je, en prononçant le nom de notre auditrice fédérale principale. Ce nom tombe dans la pièce comme un bloc de glace. Elle les vérifie. Et elle le fera, lorsqu'elle découvrira que nous avons systématiquement purgé nos journaux de preuves. Elle ne qualifiera pas cela d'agile. Elle appellera cela de la destruction de preuves. Et elle émettra un ordre d'arrêt de travail immédiat. C'est vous. Qui êtes le goulot d'étranglement, Lance, hurle-t-elle, en me pointant du doigt. C'est vous, la friction. C'est vous, la pensée obsolète. Elle commence à marcher vers moi. Sans se presser, d'un pas lent, délibéré, théâtral. Elle descend de l'estrade, se dirigeant vers mon siège au deuxième rang. Toutes les personnes présentes dans la pièce sentent ce qui va se passer. Avant même que je ne puisse anticiper son geste, elle tend le bras, et saisit le cordon autour de mon cou. Elle tire d'un coup sec. Le fermoir de sécurité se détache, et mon badge se retrouve suspendu à sa main, mon propre visage faisant face à la foule. Voilà, tonne-t-elle en brandissant le badge comme un trophée, voilà où se situe le problème. Cette identification physique, ce point de défaillance unique. Elle se tourne vers le chariot de fourniture, s'empare d'une paire de gros ciseaux, et tend mon badge fermement. Nous ne dépendons plus d'un simple badge pour exister, lance-t-elle, débordante de condescendance. Les ciseaux s'élèvent. Clic. Dans le silence de mort, ce bruit résonne comme un coup de feu. Mon badge tombe lourdement sur la table de conférence vernie. La pièce reste figée. Elle attend que je craque, que je lui donne la réaction qu'elle espère. Au lieu de cela, je me lève lentement. Je regarde le cordon tranché, puis je la fixe du regard. Vous venez de signaler au système que le gardien officiel a été retiré en dehors des procédures prévues. Je me détourne, et je m'en vais. Je la laisse là, plantée avec ses ciseaux et son sourire suffisant, sans qu'elle se doute un seul instant qu'elle vient de déclencher le protocole même que j'ai conçu, précisément, pour nous protéger d'eux. Personne comme elle. À l'instant même où les portes de l'ascenseur se referment, je sais ce que je laisse derrière moi, un silence étouffant, et cette sensation oppressante que quelque chose d'irréversible vient de s'enclencher. Personne dans cette pièce ne comprend ce que Jessica vient de faire. Ils pensent avoir assisté à une simple démonstration de force d'entreprise. Ce qu'ils ont vu en réalité, c'est quelqu'un coupant le cordon d'alimentation d'une activité pesant 450 millions de dollars. Mon téléphone commence à vibrer. Avant même que j'atteigne ma voiture. Le temps que je m'installe sur la place de parking B12, pour ce qui sera peut-être la dernière fois, l'appareil est pris d'une véritable frénésie. Les messages inondent le système interne, que se passe-t-il? Le portail est en panne, tout est rouge. Un message de Drew se détache du lot, Lance, où es-tu? Le tableau de bord
principal de conformité vient de passer du vert au jaune, puis à l'orange. Maintenant, tout clignote en rouge. Ça indique « gardien non attribué ». Je n'ai encore jamais vu d'orange s'afficher. Qu'est-ce que ça veut dire, non attribué? Je ne réponds pas. Répondre signifierait que je fais toujours partie de la discussion, que je suis toujours chargé de résoudre leurs problèmes. À la place, j'ouvre mon application de terminal personnel. Une icône noire, sans nom, un outil que j'ai développé pour moi-même il y a des années. Je tape une requête de statut. Du texte blanc. Défile sur fond noir, vérification du module. Échec de la liaison. Code de motif 801.44. Gardien désigné révoqué. Tentative de réauthentification. Échec. Liaison. Fédéré coupé. Verrouillage du système initié. Et voilà. Gardien désigné. Révoqué. Le système que j'ai conçu il y a 18 ans ne comprend pas la nuance. Il ne sait pas ce que sont des ciseaux, et ne saisit rien aux manœuvres politiques d'une entreprise. Il ne comprend que la logique binaire. Le gardien authentifié, celui dont la signature numérique est ancrée dans chaque protocole, a été retiré de force de la chaîne de commandement. Le protocole AEJ6 s'est exécuté exactement comme prévu. Je peux imaginer la scène dans l'aile froide en ce moment même. Drew a vu le premier voyant d'alerte s'allumer. À l'heure qu'il est, chaque écran brille d'un rouge digne d'un arbre de Noël. Glenn est, notre directeur de la technologie, qui n'a pas touché à une ligne de commande depuis 15 ans, doit être en train de courir depuis son bureau de direction, hurlant sur des ingénieurs qui fixent leurs écrans, blême de confusion. Qui a fait ça? Qui a supprimé le rôle? Je veux des noms. Qui a touché à cette fichue architecture? Et les ingénieurs, ceux qui comprennent réellement comment cela fonctionne, se contentent de le regarder en silence. Car personne n'a rien supprimé. Personne n'a modifié l'architecture. Jessica Patterson, avec son MBA de Stanford et ses ciseaux brillants, a pris un outil de bureau, et a virtuellement coupé une personne en deux. Le système a enregistré cet acte comme une prise de contrôle hostile. Mon téléphone s'éclaire, m'indiquant l'arrivée d'un nouvel email. Il ne provient pas de l'entreprise, mais du registre fédéral des audits. Objet, invalidation du statut de certification. Le message est court et dévastateur, il s'agit d'une notification automatisée. La liaison fédérée avec Titan Defense System, ID. Fournisseur 88 à 4C, a été interrompue à 10h32, heure des Rocheuses, MST. Motif. Rupture de la chaîne du gardien désigné, sans le délai tampon obligatoire de 90 jours pour la succession. Tous les accès système pour cette ID fournisseur sont suspendus, dans l'attente d'un examen manuel. Ne pas répondre à ce message. 18 ans de certification disparue, invalidé au cours des 4 minutes qu'il m'a fallu pour marcher de la salle de conférence à ma voiture. Un autre email apparaît, provenant cette fois des RH, Lance, il semble qu'il y ait eu un malentendu concernant votre situation professionnelle ce matin. Veuillez revenir immédiatement au bâtiment afin que nous puissions clarifier la situation. Clarifier la situation. Elle a coupé mon badge en pensant couper un simple cordon pour une personne. Elle n'a pas réalisé qu'elle coupait le câble d'alimentation de l'entreprise entière. Je conduis jusqu'à un café situé 2 rues plus loin. Un endroit tout ce qu'il y a de plus classique, avec des tableaux de mauvais goût, et une bonne connexion Wi-Fi. J'achète un grand café noir, puis je m'installe à une table dans un coin. Grâce à un administrateur informatique paniqué, qui a mis en copie conforme, CC. Le rôle de gardien au lieu de vérifier qu'il occupait réellement, je me retrouve connecté à la réunion de conformité fédérale d'urgence, sous l'identifiant, L. Williams, externe. La réunion a mis 45 minutes à s'organiser, pendant
lesquels j'ai observé la panique générale se propager à travers les emails. Transféré. Le premier message envoyé par Scott Patterson à Patricia Kane avait un objet qui suait le calme forcé, anomalie système mineur. La réponse automatisée de Patricia a été instantanée, et glaciale, votre certification est invalidée. Il ne s'agit pas d'une anomalie. C'est une brèche. De niveau 1. Appel d'urgence obligatoire dans 30 minutes. Toutes les déclarations seront enregistrées. Les voilà désormais tous à l'écran, alignés dans leur vignette de visioconférence. Scott semble avoir vieilli de 10 ans. En l'espace d'un après-midi. Nicole Foster, la conseillère juridique générale, est pâle de colère. Glenn, le CTO, donne l'impression qu'il va vomir, et Jessica est assise à côté de son père, mais une chaise vide les sépare, matérialisant physiquement le gouffre qui vient de s'ouvrir entre eux. Patricia Kane apparaît dans la vignette centrale. Elle ne se trouve pas dans un bureau luxueux, mais simplement dans un box gouvernemental aux cloisons de tissu gris. Elle ressemble à une bibliothécaire de lycée, pourtant, c'est la personne la plus dangereuse qu'ils auront jamais à affronter. Cette ligne est enregistrée, commence-t-elle d'une voix neutre, qui porte toute la rigueur de l'autorité fédérale. Réunion de conformité d'urgence numéro 70074B. Pour les besoins de l'enregistrement, j'ai en ligne Scott Patterson, Nicole Foster, Glenn et Jessica Patterson. Est-ce correct? Scott se racle la gorge. Oui, Patricia. Merci de nous accorder du temps. Nous semblons faire face à un léger contretemps technique. Stop. Le mot prononcé par Patricia est un ordre direct, qui coupe court à la tentative d'explication évasive de Scott. Monsieur Patterson, votre certification est invalidée. Ce terme revêt un sens juridique très précis. Avant toute discussion de remédiation, j'ai une question simple. Qui a retiré le gardien désigné ce matin? Le silence s'étire. Interminable. Les yeux de Scott se tournent lentement vers sa fille. Pour la première fois depuis que je la connais, Jessica a l'air terrifiée. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu sur les rôles, commence Jessica. Nous étions simplement en train de réaligner les responsabilités pour plus d'agilité. Stop. N'utilisez pas de mots à la mode de l'entreprise. Ce n'est pas une réponse. Je pose à nouveau la question, qui a retiré le gardien? Nicole Foster tente alors de dresser un pare-feu juridique, Madame Kane. Il s'agissait d'une question de ressources humaines. Monsieur Williams a quitté l'organisation ce matin. A-t-il été licencié? Demande directement Patricia. Le silence qui s'ensuit est écrasant. C'est à Scott de répondre. C'était un problème lié à ses performances. Patricia hoche la tête une fois, puis tape sur son clavier pendant quelques secondes. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Votre PDG vient d'admettre, sur une ligne enregistrée, avoir licencié le gardien officiel. Sans respecter le protocole de succession. La réglementation fédérale sur les acquisitions impose un délai de transition de 90 jours. Vous avez enfreint votre propre politique approuvée. Elle prend une inspiration. Votre certification est annulée. Je confirme la décision automatisée. Toute tentative d'accès de vos systèmes à des portails restreints ne sera pas enregistrée comme un simple échec. Elle sera consignée comme une tentative d'intrusion active et signalée à l'inspecteur général. L'écran devient noir. Je referme mon ordinateur portable et je reste assis dans le café, observant les gens normaux mener leur vie normale. 3 heures plus tard, mon téléphone sonne. C'est l'assistante de Scott, d'une voix tremblante, lance, tout le monde espère que vous pourriez revenir, juste temporairement, pour nous aider à comprendre ce qui se passe. 10 minutes plus tard, je reçois un email de Nicole, demande d'assistance d'urgence pour la conformité. Panne critique du système global.
Assistance immédiate requise. Je passe l'après-midi dans mon garage, à trier mes outils. Pendant 18 ans, j'ai porté sur mes épaules le poids des promesses de cette entreprise envers le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un homme qui organise son établi. À 19 heures précises, j'écris une réponse en 5 phrases, je ne suis plus un employé de Titan Défense System. Mon contrat de travail a été rompu ce matin. Si vous souhaitez faire appel à mon expertise en tant que consultant externe, mon tarif est de $800 de l'heure. J'exige un acompte minimum de 10 heures. Payable à l'avance, ainsi qu'une immunité juridique totale. J'exige également un document officiel stipulant que mon licenciement était une mesure de représailles, pour m'être opposé à des changements de politique non conformes. À 22h40, Nicole répond « Accepté ». Toutes les conditions sont acceptées. Quand pouvez-vous être là? Les pièces jointes incluent les accords d'immunité, ainsi que la signature tremblante de Scott sur un document admettant des représailles non autorisées, qu'il regrette profondément. Le lendemain matin, je me gare sur le parking des visiteurs, et je me fais escorter pour franchir mon propre système de sécurité. Dans la salle de conférence de la direction, j'étale mes schémas d'ingénierie, et j'explique précisément ce qui s'est produit. Je donne des instructions pour le verrouillage des systèmes, et le rétablissement des anciennes politiques de conformité. J'exige que les procès-verbaux du conseil d'administration mentionnent explicitement les violations commises par Jessica. Lorsque Scott refuse de clouer sa fille au pilori, un investisseur apparaît à l'écran, nous ne finançons pas des dynasties familiales. Faites preuve d'une honnêteté absolue, sans quoi nous liquidons nos positions. Les deux Patterson démissionnent, et l'entreprise se voit contrainte d'accepter d'importantes réductions de contrat. Je deviens architecte de conformité indépendant, avec un droit de validation final sur l'ensemble des modifications. Alors que je sors pour la dernière fois, Scott m'attend près des ascenseurs. Reviens à plein temps. Nous allons tout arranger. Je dépose mon badge de visiteur temporaire sur le comptoir de l'accueil. Je ne souhaite pas appartenir à un système qui ne me respecte que lorsqu'il est sur le point de partir en fumée. Mon téléphone vibre, signalant un email d'un concurrent, nous avons appris ce qui s'est passé chez Titan. Nous aimerions savoir comment vous avez construit un système capable de punir l'arrogance avec une telle efficacité. 18. En à bâtir un système si robuste. Et il aura suffi d'une simple paire de ciseaux, pour prouver qu'il fonctionnait exactement comme prévu.